vacances. Ouais. Ah oui. Ouais, je vais pas vous entortiller. Alors, voilà, on va peut-être commencer un peu ce petit délai des affaires techniques, voilà, de Facebook et de live que je ne maîtrise pas totalement encore, mais on apprend petit à petit et je pense que ça devrait marcher. Voilà, à savoir que cette conférence, si vous avez des éléments que vous avez manqués, elle sera disponible et à la fois en rediffusion sur notre page Facebook et sur notre page YouTube où elle sera retravaillée avec un meilleur son, à mon avis. Voilà, fin de la partie technique. Je tenais déjà à tous vous remercier d'être venus nombreux pour cette conférence. Je sais aussi qu'on sera nombreux sur les réseaux à suivre cet événement. Je vais peut-être remercier aussi Madame Fernandez, Stéphanie Fernandez, voilà, qui a de la mairie d'Aix-en-Provence, adjointe au maire élue aux affaires européennes, qui nous accueille aujourd'hui à Aix-en-Provence dans cette magnifique salle. Voilà, peut-être que je vais vous laisser dire. Oh, bah, je suis et remercier aussi notre intervenant principal, monsieur Maurice Billadère, voilà, qui était professeur associé à la Sorbonne à Paris et qui est spécialiste des affaires d'élargissement vers les pays d'Est et d'Europe centrale. Voilà, qui va nous en apprendre beaucoup sur cette conférence sur l'Europe, jusqu'où et comment. Voilà le titre, l'intitulé exact. Suite à cette conférence, je vous inviterai à vous approcher. On a beaucoup de cadeaux, quelques éléments aussi, des rafraîchissements à la fin de la conférence, qui se déroulera sur une petite heure, à mon avis, et puis après une séance d'échange pendant une demi-heure. Voilà le planning de la soirée. Je vais peut-être vous laisser, voilà, si vous avez... Merci, c'est pas prévu. Je vais prendre un petit peu la parole pour remercier déjà le Centre d'information Europe Direct, pour remercier d'avoir organisé ce débat, cet échange. Monsieur Billadère, merci à vous de la part de votre expertise européenne. Je suis ravie de vous accueillir dans cette magnifique salle des mariages. Je vois des visages que je revois tout au long de ce mois de l'Europe. Ça fait plaisir. C'est vague. Je suis ravie que vous soyez là. C'est un plaisir et je vous rappelle juste que effectivement ça s'inscrit dans le joli mois de l'Europe et vous retrouvez le programme sur le site ex-ma-ville et ce débat et on est également un des plus de 40 éléments que nous avons, théâtre, musique, débat sur l'Europe tout au long du mois. Donc voilà, merci en tout cas d'être là et merci de faire vivre l'Europe dans notre si belle ville. Voilà. Et en parlant, on est labellisé, voilà, Joli Mois de l'Europe, label attribué par la mairie d'Aix-en-Provence, et aussi un autre label Joli Mois de l'Europe attribué par la région, qui en est mon signal. Et on est aussi labellisé PFUE, présidence française de l'Union, enfin du Conseil de l'Union européenne. Voilà, à savoir que cet élément, ça un petit peu récompense toutes les actions qui sont dans les thématiques de cette présidence française actuelle. Du Conseil de l'Union européenne qui est sur ces 6 mois de janvier à juin 2022. Voilà. Fin pour le label, fin pour la présentation, et je laisse la parole à monsieur Billadère. Merci. Merci. Merci Gauthier. Merci beaucoup madame pour cette introduction. Alors écoutez, je vous salue tous, je suis heureux de vous voir et puis de pouvoir parler avec vous d'intégration communautaire. C'est un sujet qui tient à cœur puisque j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler sur ces questions en tant qu'universitaire. Et là, je ne me présente qu'en tant qu'universitaire, c'est-à-dire avec un peu de recul, mais je l'ai vu aussi en tant que professionnel, puisque j'ai travaillé sur l'élargissement à l'Est pendant plus d'une quinzaine d'années, directement à la Commission européenne. Mais je ne veux pas engager la Commission européenne sur ce sujet. Alors, pourquoi capacité d'intégration de l'Union européenne? Et là, nous faisons face actuellement à un sujet qui, je dois dire, doit être appréhendé un peu sous l'angle technique. Parce que beaucoup de gens, actuellement, et des gens très qualifiés, nos plus hauts responsables en tout premier lieu, s'engagent très fortement sur cette question d'intégration communautaire, à juste titre, de mon point de vue. Mais je crois qu'il faut voir, disons, cette question un peu sous tous ses aspects, et pas uniquement
sous l'angle émotionnel, si vous voulez, actuellement, nous faisons face, nous le savons tous, à un problème particulièrement aigu, particulièrement difficile. Et bien entendu, beaucoup de gens sont tentés pour dire il faut qu'on fasse des gestes, il faut qu'on s'avance un peu plus que l'on ne fait d'habitude, parce que c'est nécessaire, c'est tout. Voilà. Je ne voudrais pas, disons, jouer les rabat-joie, mais je voudrais que tout le monde se rende compte, et c'est-à-dire nous les citoyens, que ce processus d'intégration communautaire présente de nombreux aspects techniques difficiles à surmonter et qui ne doivent pas être engagés à la légère. Surtout que nous savons tous que dans les opinions publiques, les gens sont allants un jour, puis un peu moins le lendemain. Ça dépend comment. L'opinion publique est assez partagée. Il faut le voir, il faut en avoir conscience. Là-dessus, tout le monde n'est pas oui, l'Europe, mais il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération, surtout que c'est un phénomène qui est assez lourd à mettre en œuvre. Alors ça, je voudrais bien que vous en ayez conscience, si au moins j'atteignais un objectif ce soir, c'est de vous montrer la difficulté de ce processus qui ne doit pas s'effectuer comme ça, un petit coup, allez, l'Europe, oui, on y va, il faut qu'on le fasse tout de suite, comme ça, et ça marche. Et c'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors, cette conférence, je la fais aujourd'hui, je crois que nous sommes le 16 mai, quoi. Je l'aurais faite la semaine dernière, le 9 mai. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 discours particulièrement importants pour cette construction communautaire. Un, pour le moins gênant, c'était le président russe à Moscou le matin, et l'après-midi, notre président à Strasbourg, quoi, avec des orientations très différentes, comme vous pouvez vous en douter, quoi. Mais les 2 touchaient au cœur de notre problématique, de savoir ce que l'on voulait faire avec la construction communautaire, aller jusqu'où, comment, et tout, et mettre en jeu des aspects techniques non négligeables. Alors, cette construction communautaire, il faut la prendre au-delà des aspects terre-à-terre, que l'on peut voir, budgétaires notamment. Elle a un coût, cette construction communautaire. Il faut qu'on s'engage, disons, sur des montants non négligeables pour aller vers des politiques qui sont très importantes pour nous, mais qui mettent en œuvre de nombreux aspects de notre vie courante. Alors, cette politique est ancienne. Et si je devais la fixer à une date d'origine, je choisirais 1973. Alors on me dirait, pourquoi vous prenez 1973 ? Pour une raison simple, c'est que jusqu'en 1973, nous étions 6 États membres. Et à partir de ce moment-là, la décision a été prise de s'élargir, d'aller au-delà des 6 États d'origine. Bon, c'était un choix qui a été fait à cette époque. Vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre nous, je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, vous vous rappelez que c'était l'époque où le président Pompidou a décidé d'accepter notamment le Royaume-Uni dans la construction communautaire, en même temps que le Danemark et l'Irlande. Ça a été un changement radical qui a été fait à cette époque. Et on en avait conscience, puisqu'on était resté pendant très longtemps sur une ligne qui avait été définie par le général de Gaulle et qui était pour le moins réservée vis-à-vis d'une mission britannique, pour une raison simple, c'est qu'ils savaient pertinemment que les Anglais n'avaient pas exactement la même conception de l'Europe que les autres États membres. Alors c'est une option qui a été prise, c'est un choix qui a été fait. On s'est dit, on a fait lanterner les Anglais de 58 à 73,
Bon, vous voyez, ça fait quand même une quinzaine d'années. Ils disent qu'ils veulent rentrer. Alors, on s'est retourné vers M. Macmillan et on a dit à M. Macmillan, ne pleurez pas, regardez ce coup-là, on vous laisse rentrer, ne pleurez pas, my lord. Et vous pouvez intégrer la construction communautaire. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on avait conscience à cette époque que l'on faisait un saut quantitatif et qualitatif sur la construction communautaire. On ne se limitait plus à la petite Europe du début, à 6, qui était relativement facile à conduire. À 6, c'était l'Allemagne, la France, l'Italie et les 3 États du Benelux. Et on passait dans une optique différente. Alors, dès cette époque, se sont affrontées 2 conceptions sur la construction communautaire. On pouvait s'élargir, s'agrandir, aller au-delà, prendre des gens qui avaient envie de travailler avec les autres, mais à condition que ça n'aille pas contre les principes de la construction communautaire. C'est-à-dire, c'était élargissement, mais élargissement en même temps qu'approfondissement. Et dès le début, nous nous sommes attachés à conduire cette politique en menant ces deux volets de front, quoi. Alors, 73, qu'est-ce qu'on a développé en même temps que l'élargissement? On a développé 2 types de politiques qui étaient fondamentales pour les nouveaux États membres, si je puis dire. Si on se remet en 73, le Royaume-Uni n'était pas un des États les plus riches de la construction communautaire à cette époque. Même, il était relativement en dessous de la moyenne, il était relativement pauvre. Alors, on a développé des politiques sociales, ça a été le développement du Fonds social européen, même si après, il y a eu Margaret Thatcher qui est venue là-dessus. Mais on a développé ce genre de politique. On a développé aussi des politiques qui étaient chères au cœur de nos amis britanniques, c'est-à-dire toute la politique d'aide au développement. Le Royaume-Uni avait des liens privilégiés avec nombre d'États d'Afrique, mais on a mis l'accent sur ce plus. La France aussi en avait, mais on a développé, si vous voulez, ça a été les conférences de Yaoundé, d'Arusha, et puis après de Lomé, où on a essayé de maintenir des liens avec les pays africains. Donc, une double action, je vous dis, en direction des zones, disons, à problème à l'intérieur de l'Union européenne, grâce au Fonds social européen, et aussi cette politique, cette volonté politique de développer nos liens avec les États africains. Donc, on se lance sur les 2. Vague suivante, dans les années 80, 81, 86, il y a 3 États qui frappent en même temps à notre porte. Et ils avaient la même caractéristique, c'était des États méditerranéens, où enfin, bon, on peut dire que le Portugal est relativement méditerranéen. Des États méditerranéens qui n'avaient peut-être pas un niveau de développement comparable à ceux des États membres de l'époque. C'est-à-dire la Grèce, le Portugal et l'Espagne, ils frappaient à nos portes en sortant aussi caractéristiques très importantes. Ils sortaient de dictatures assez dures. Hein. Je crois qu'il faut qu'on en ait conseil. Qu'est-ce qu'on a fait vis-à-vis de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce? On a développé tous nos flux de politique régionale. Parce qu'on avait peur, à l'époque, avec, disons, cet élargissement au sud, que des populations très importantes essaient de migrer déjà à ce moment-là vers l'Europe d'origine, attirés par des politiques intéressantes, des niveaux de salaire intéressants et tout. On a développé tout ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu, si on l'a vu facilement dans des régions comme la vôtre. C'est pas les Catalans qui ont appliqué à vitesse grand V. Au contraire, c'est presque le contraire qui s'est fait. Ce sont des républicains espagnols qui étaient en France depuis déjà longtemps, qui sont repartis en Catalogne, parce qu'en Catalogne, ça marchait pas mal économiquement. Et qu'avec cet élargissement, il y a beaucoup
disons, de personnes d'origine espagnole qui ont pensé à repartir dans l'autre sens, parce que ça pouvait être intéressant pour eux. Donc, quand même, cette politique régionale, développement avec les paquets de l'or 1, paquets de l'or 2 notamment, des perspectives du FEDER, du Fonds régional, pour développer les régions qui avaient des problèmes de retard. Ensuite, la vague suivante n'est pas vraiment, dans les années 89-91, un élargissement, à proprement parler. Je fais allusion à l'affaire de l'Allemagne orientale. L'Allemagne orientale n'a pas été considérée comme un élargissement, puisque c'était l'Allemagne qui réabsorbait son morceau, ces 17 millions de citoyens qui avaient été à l'Est jusqu'à cette époque. Et je vous signale qu'au moment de ce quasi-élargissement, si je puis dire, il y a eu des transferts financiers très importants pour permettre de recoller ces deux morceaux, ces deux moitiés de l'Allemagne. Il y a eu des transferts énormes qui ont été faits, et ces transferts trouvaient l'origine en partie dans vos impôts. Il n'y a pas que les Allemands qui aient payé pour la réunification allemande. La France y a concouru aussi, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites en direction de l'Allemagne orientale. Là, ça nous a permis aussi de voir une nouvelle politique qui était intéressante pour nous. C'était la première fois que l'on essayait d'introduire des pays qui avaient vécu jusqu'à cette époque sous un régime social, économique et social différent, un régime socialiste, quoi. Et ça a été, disons, une politique, c'était le premier essai que l'on a fait dans cette direction, puisqu'après, on va voir ça à un niveau nettement plus important. 95, on a face à un autre élargissement, là. Des petits pays relativement riches souhaitent rejoindre le club. Là, ça ne pose pas de problème. Non, mais je pense à l'Autriche, à la Suède, à la Finlande. On peut les intégrer. Et ils ont des axes de politique qui sont sensiblement différents des nôtres aussi. C'est cette époque où on a mis un accent sur le développement de la politique d'environnement qui a été, je crois, un des grands plus de toute cette époque pour la construction communautaire. Alors, vous voyez, en partant de ce phénomène de 73 avec les Britanniques, les Irlandais et les Danois, petit à petit, on monte en état. Et à chaque fois, on a quelque chose de plus disparate, c'est par la force des choses. C'est sûr qu'on n'est plus, je vous dis, avec les trois du Benelux, les Allemands, les Français, les Italiens, quoi. Là, ça va déjà nettement au-dessus. Alors est arrivé ce qu'on a appelé le grand élargissement de la construction communautaire, et où il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ouais, on l'a fait, ces pays de l'Est. C'est vrai, comme on les appelait si bien, on l'a fait, mais on l'a fait trop vite. » Écoutez, j'ai travaillé dessus. À cette époque, à fond, pendant une quinzaine d'années, je dois vous dire quand même que le processus a commencé en 1989 et s'est achevé pour les premiers en 2004. Comptez, ça fait 2004 moins 1989, ça fait 15 ans. 15 ans, c'est une demi-génération. Alors, pour les plus âgés d'entre nous, bon, 15 ans, on voit venir, quoi. Mais pour les plus jeunes, c'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, 15 ans, c'est long. Il ne faut pas penser qu'on a fait ça en 2 coups de cuillère à peau, et puis et par-dessus le marché, on a repoussé la Roumanie et la Bulgarie avec 3 ans de plus. Alors, vous me direz aussi, on a fait ça en direction de ces pays, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et surtout si on voit le recul maintenant de cette politique, il y a des gens qui se posent des questions. Écoutez, c'est peut-être parce que j'ai travaillé dessus. Là, je vous fais un plaidoyer pro domo. Mais je pense qu'on a eu raison, honnêtement, on a eu raison. On n'avait pas le choix, de toute façon. Essayez de vous rappeler, de vous remettre dans le contexte de cette époque.
juste avant le tournant du siècle, est-ce qu'il était humainement, je dirais, même sans aller chercher plus loin, possible de dire aux gens d'Europe centrale et orientale « Oh oui, vous êtes bien gentils, vous avez été communiste pendant un demi-siècle, maintenant débrouillez-vous ». Je crois que c'était totalement impossible, impensable. Et on n'avait pas le choix. À partir du moment où on avait accepté cette image de la grande Europe, il était totalement impossible de laisser tous ces États de côté. Ça, je le crois, et je crois qu'on a eu raison de conduire cette politique. Je me rappelle très bien quand on a pris la décision, le problème à ce moment-là, c'était de savoir, ils étaient 13 candidats à ce moment-là, 13 candidats, c'est-à-dire les 10 d'Europe centrale et orientale, qui étaient, je vous rappelle, sauf un, tous des petits ou très petits États, plus les 2 îles de Chypre et Malte, et il ne faut pas oublier la Turquie, qui était dans le club. Alors, 13 États, la Turquie qui est atypique, qui est grande, et puis, je vous dis, tous les petits ou très petits, sauf un, la Pologne. Et on s'est posé cette question, on s'est dit, bon, comment fait-on? Est-ce qu'on fait entrer tous nos candidats en Hongrie? Je rappelle qu'à l'époque, c'était Tchécoslovaquie, c'était pas République Tchécoslovaquie et tout. Enfin. Et puis, question de la Pologne, qu'est-ce qu'on fait avec la Pologne? Parce que soit on avait un élargissement qui pouvait se faire de manière relativement facile, disons qu'on se sentait capable d'absorber la Hongrie ou la République tchèque et tout. Mais la Pologne, ça commençait à être compliqué quand même. Il y avait 40 millions de Polonais, avec un niveau de vie qui était quand même passablement plus bas que le nôtre. C'était plus compliqué. Bon, on rappelle très bien, et on a pris la décision, on s'est dit, non, allez hop, il faut les faire entrer tout. On ne peut pas, parce qu'un élargissement avec la Pologne, c'est peut-être difficile, mais un élargissement sans la Pologne, ce n'est pas un élargissement. Donc là, le problème ne se pose même pas, il faut faire entrer les Polonais. Et c'est comme ça que cette décision a été prise. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces questions? On avait tout à fait, plus que l'impression, on se rendait bien compte que cet élargissement soulevait des difficultés, notamment sur le plan économique, je dirais, et peut-être beaucoup moins sur le plan politique. On se dit, sur le plan politique, ils sont tellement contents de rejoindre le club de la liberté de l'Ouest que là, ça va passer, ça ne posera pas de difficultés, ça se passera très bien, c'est évident. Par contre, sur un plan économique, pour ceux d'entre vous qui ont eu la possibilité de voyager en Europe centrale et orientale, eh ben, quand on se baladait sur le terrain, on voyait bien qu'il y avait des hicks, quoi. Il y avait quand même des nids de poules sur les routes, hein, et pas uniquement, quoi. Donc, on craignait des difficultés économiques majeures. Par contre, on pensait que politiquement, on pourrait aboutir à quelque chose de, disons, gérable. Et en fait, quand on voit ce phénomène avec le recul que l'on a maintenant, c'est-à-dire avec une quinzaine d'années de recul, c'était exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que économiquement, vous pouvez le voir facilement, vous prenez votre voiture, vous allez vous promener en Hongrie, en Pologne, ou je ne sais pas où vous voulez, ben vous verrez, ils ne s'en sortent pas trop mal. Honnêtement, en comparant ce que l'on a vu il y a 15 ans et ce que l'on voit maintenant, ben je trouve qu'ils ont fait des efforts quand même remarquables, et économiquement, ça tient la route, à peu près. Par contre, politiquement, on a des difficultés avec plusieurs de ces pays. Je pense à la Hongrie, je pense à la Slovénie, je pense à la Pologne. Politiquement, ça ne mène pas exactement comme on le pensait. C'est-à-dire que notre liberté, notre démocratie, nos droits de l'homme et toutes nos conceptions de la société, c'est pas tout à fait exactement ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire que pour nous, il y avait une communauté de valeurs.
la construction européenne reposait sur une communauté de valeurs. Et cette communauté de valeurs n'est peut-être pas totalement partagée par ces États de la même manière que l'on le voit en Europe occidentale. Et ça, on ne s'en était pas vraiment rendu compte. C'est une erreur que l'on a faite, une erreur de notre part. Ils avaient une perception de ces phénomènes qui était un peu autre. Ils étaient attachés à certaines données que nous, pour nous, je ne veux pas dire on les estimait, mais qui étaient différentes. Alors, comment s'est fait ce processus d'élargissement à l'Europe centrale et orientale? Comme on avait beaucoup d'États cette fois-ci, puisque là, je vous dis, on a eu jusqu'à 13 États candidats en même temps, on s'est dit, il faut quand même qu'on soit rationnel. On ne peut plus faire ça au coup par coup, comme on a fait avec les Anglais ou avec les autres, même avec les Espagnols et tout ça. Il faut qu'on établisse des barèmes, des critères objectifs pour savoir si on peut rentrer et comment on peut rentrer. Alors, il y a 3 critères, les fameux critères de Copenhague, qui ont été établis, qui ont dit, ben voilà, à partir du moment où un État respecte ces critères, il peut rentrer. S'il ne les respecte pas, il attend. Alors, ces critères de Copenhague étaient 3, je vous dis, un critère politico-institutionnel, un critère économique et un critère d'ordre administratif. Alors, sur le plan politico-institutionnel, ben, ce sont les grandes libertés auxquelles nous sommes tous attachés, que nous connaissons, la liberté de la presse, une certaine forme de laïcité, je dirais même peut-être, qu'on est un temps très prudent sur cette question, les grandes libertés fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes, beaucoup de choses qui, pour nous, vont de... C'est naturel, c'est normal, c'est notre société là-dessus. Pour eux, je ne suis pas tout à fait aussi sûr de ce que je vous dis maintenant avec le recul. C'est aussi l'application, l'état de droit, ce fameux état de droit, qui est une notion très, très importante, mais qui ne va peut-être pas de soi totalement chez eux. Alors, la liberté syndicale, la liberté... Bon, nos grandes libertés, qui nous paraissent totalement naturelles pour nous, qui sont peut-être un petit peu moins chez eux. Donc, voilà pour le critère politico-institutionnel. Le critère économique se subdivisait lui-même en 2 sous-critères avec, disons, une capacité concurrentielle pour rentrer dans le marché. Ne pas se faire absorber totalement par les forces du marché quand vous rentrez dans... Il faut voir qu'ils sortaient d'une économie administrée, d'une économie communiste, qui était totalement rigide. Qu'est-ce que ça pouvait donner le jour où on les mettait dans notre système? On avait peur que tout soit balayé. Donc, c'était cet aspect qui était fondamental sur le plan économique. Et je vous ai mentionné un 3e aspect, qui n'était pas le plus faible, c'était la capacité administrative pour reprendre dans leur système national ce que l'on appelait l'acquis communautaire. Et l'acquis communautaire, ben, c'est toutes nos pratiques, tout notre système. Alors, bon, on a chiffré ça à 80 000 pages de textes à incorporer dans votre système national. Bon, on peut discuter là sur les 80 000 pages, je ne vais pas aller me battre pour dire c'est plus, c'est moins, enfin, c'est un corpus administratif énorme. Et ce corpus administratif, vous devez le prendre et le faire entrer dans votre système national, mais il faut qu'il fonctionne aussi. Ce n'est pas uniquement de dire, voilà, on a ce projet de loi, paf, on l'a fait, et puis après, ça foire, ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, beaucoup d'éléments qui font que ce processus est très lourd. Hein. Là, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Et c'est la raison essentielle pour laquelle je vous dis, oui, on fait rentrer tout le monde comme ça, pouf, du jour au lendemain, et puis paf, vous êtes européen, ça va, c'est basta et tout. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Le processus d'adhésion à la construction communautaire est un processus lourd. Hein. On le voit à contrario avec l'histoire du Brexit.
voyez, ces pauvres Anglais qui pensaient sortir comme ça, allez hop, il suffit qu'on envoie une lettre à Bruxelles, on ne veut plus. Et puis on a vu la lourdeur du processus. Hein. Ça a été énorme à négocier ce truc à l'envers. Alors, je veux mentionner aussi quelques points qui sont importants. On a négocié avec la Turquie. La Turquie était dans le club. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent les Turcs, oui, mais les Turcs, bon, c'est... Bon, on n'était pas complètement fous. D'ailleurs, je vous signale que jusqu'à preuve du contraire, le processus d'adhésion de la Turquie continue. Personne n'a demandé à ce qu'on l'arrête. Hein. Pour le moment, on continue à négocier. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera, parce qu'il a démarré en 1963. Ça fait un certain temps. Les Turcs ont été relativement patients, c'est un peu le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin, on en est là encore. Mais justement, si cette Turquie était rentrée dans l'Union européenne, en Turquie, il y a 80 millions d'habitants. C'est pas un petit État, la Turquie. Hein. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pratiquement, si on mettait les mêmes règles que pour tout le monde sur la libre circulation des personnes et tout, ça veut dire qu'il y a 80 millions de Turcs qui pouvaient migrer chez nous. C'est-à-dire, est-ce que nos amis allemands sont prêts à accepter, même pas 80 millions, mais 3 ou 5 millions de Turcs supplémentaires sur leur territoire? Bon, vous voyez que ça pose quand même un certain nombre de problèmes et de difficultés. Je vous signale aussi qu'à cette époque, sous l'influence grecque, on a accepté la candidature chypriote, dans un contexte tout à fait particulier. Parce que la République de Chypre, elle avait un contentieux justement avec la Turquie. Et les frontières de Chypre n'étaient pas aussi claires que cela. C'est-à-dire qu'on a accepté dans l'Union européenne un État qui n'était pas stabilisé. Alors, ils y sont maintenant. Et ça nous pose des problèmes. C'est pas évident. Tant qu'il n'y aura pas un accord en bonne et due forme avec les Turcs, il y a toujours cette espèce de frontière qui passe à Nicosie, là, qui n'est pas évidente à gérer. Alors donc, vous voyez que le nombre de problèmes en référence à ces critères de Copenhague est loin d'être négligeable. Alors j'irai même au-delà. Si on veut continuer cette politique d'élargissement de l'Union européenne sur la capacité d'intégration de l'UE, et je ne vous ai pas mentionné aussi, je vous ai mentionné les critères qui concernaient les pays candidats, c'est-à-dire, je dis, politique, économique, administratif, mais il y avait aussi le critère qui nous concernait nous, c'est-à-dire l'Union européenne, être capable d'absorber ces États, ce qui n'était pas évident. Alors là, il faut voir deux aspects, je crois, qui sont très, très importants. Un aspect économique encore, et un aspect politique et institutionnel. Sur le plan économique, vous vous rendez bien compte que si on fait rentrer un jour, je ne sais pas, l'Islande ou la Macédoine, ça n'aura pas le même impact que si on fait rentrer la Turquie. Hein. Ça, je pense que c'est évident, quoi. D'un côté, on a de tout petits États, personne ne se rendrait compte qui sont dans l'Union, et d'un autre côté, on a un État gigantesque qui pose des problèmes parce qu'il est important. Parce qu'économiquement, il est important. Ça a des conséquences aussi au niveau institutionnel. Là, je suis passé assez rapidement là-dessus. Mais vous vous rendez bien compte que le jour où ces États rentrent dans la construction communautaire, les règles de fonctionnement de la Commission, du Parlement, du Conseil ne seront plus les mêmes. Pour le Conseil, pour les majorités, il y a une question de majorité qualifiée qui est en jeu. Alors il faut modifier toutes les pondérations, jouer ça au plus près pour savoir comment ça fonctionne. Pour les députés au Parlement européen, c'est exactement la même chose. On a des règles au Parlement européen qui font que les grands États sont un peu sous-représentés et les petits États un peu sur-représentés.
C'est pour éviter d'avoir un seul luxembourgeois qui soit complètement paumé au milieu de 750 députés au Parlement européen. Donc, c'est pour éviter. Mais là, il faut jouer là-dessus aussi, il faut le repenser. Une autre question aussi. Vous savez que même encore à l'heure actuelle, jusqu'à récemment, en gros, il y a un commissaire européen pour chaque nationalité. Bon, les commissaires ne représentent pas leur pays d'origine. Ça, il faut bien avoir conscience. Même si quelquefois, on peut se poser la question. On l'a vu récemment avec le commissaire hongrois. Mais ils ne représentent pas leur pays d'origine. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Mais ça fera beaucoup de commissaires. On va avoir 27, 28 commissaires. C'est déjà un peu la tour de Babel. Ils ne parlent pas tous les mêmes langues. Ils ont du mal à travailler ensemble. C'est assez compliqué que comme cela. Alors, on peut diminuer. Diminuer, ça veut dire que certains États n'auraient plus de commissaire de leur nationalité. Alors, quand il s'agit d'un tout petit État, on peut dire, vous débrouillez à 3 ou 4, vous arrangez. Et si c'est un grand État, est-ce qu'une commission sans le moindre commissaire allemand, sans le moindre commissaire français, ça ne poserait pas des problèmes? Moi, je vois quand même les choses en face, quoi. On est bien content d'avoir quelqu'un qui est un peu le correspondant. Donc, tous ces aspects, sur ces règles institutionnelles, il faut les repenser. Alors, tant que je suis sur toutes ces difficultés qui ont été concomitantes à cet élargissement de 2004-2007, et après on a continué, surtout en 2007, quand il y a eu la Roumanie et la Bulgarie, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ouh là, vous avez été trop vite, ceux-là, ils n'étaient pas capables ». Je ne pense pas que c'était les pires, honnêtement. Bon, il y a eu des difficultés avec eux. Mais enfin, il ne faut pas tout de suite. C'est vrai que les Roumains, les Bulgares étaient un peu moins développés que les autres. Lui, ils ne rattrapent pas trop mal leur niveau. Alors, il faut bien avoir conscience que tout ce que je vous dis, c'est sur un processus d'élargissement de l'Union européenne, de la construction européenne. Je ne vous ai pas du tout parlé d'aspect militaire, d'aspect de défense, d'aspect d'OTAN. L'OTAN, c'est totalement autre chose. Hein. Enfin, totalement autre chose. Je ne sais pas si mon expression est bonne, mais c'est quelque chose de différent. Vous n'adhérez pas à l'OTAN comme vous adhérez à la construction communautaire. Même je pense, de mon point de vue, en fonction de ce que je vous ai dit, vous le comprendrez, qu'il est peut-être plus facile d'adhérer à l'OTAN que d'adhérer à la construction communautaire. La construction communautaire, c'est un processus tellement compliqué que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tandis qu'à la limite, adhérer à l'OTAN, on le voit à l'heure actuelle avec l'histoire de la Finlande et de la Suède, si les Finnois et les Suédois veulent rentrer à l'OTAN, qu'est-ce qu'ils ont? Il faut qu'ils harmonisent quelques canons, quelques trucs comme ça avec nos critères de l'OTAN. Et je pense que ça peut se faire assez rapidement, assez facilement. Alors, il y a l'autre côté, quoi, la contrepartie avec les Russes, et voir ça c'est une autre affaire. Mais je pense qu'une adhésion à l'OTAN est moins compliquée à faire, à réaliser, qu'une adhésion à la construction communautaire qui est particulièrement lourde. Alors, tant que je suis sur ces aspects politiques, bon, je ne veux pas trop développer ça parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais il faut voir que l'Europe en tant que telle a de grandes politiques extérieures, ou du moins devrait avoir de grandes politiques extérieures qu'elle a du mal à conduire. Bon, actuellement, on le voit avec la politique de l'énergie. Si on est obligé de se geler tous et ici l'année prochaine à baisser nos températures de 2 ou 3 degrés, ben on se rendra compte de ce que c'est que la dépendance énergétique de l'Union européenne. Et là, c'est peut-être parce qu'on a été imprudent, parce que ça a été mal fait jusqu'à maintenant, mais il y a plusieurs de nos États qui sont totalement dépendants de leur approvisionnement en gaz ou en pétrole russe. Il y a une dépendance énergétique de l'Union européenne que l'on connaît depuis toujours. Moi, depuis que je travaille là-dessus, je savais qu'il y avait cette dépendance énergétique. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a peut-être pas pris tout à fait les mesures qui étaient nécessaires pour arriver à dépasser cette affaire. D'autres aspects aussi sont
à mettre un petit peu de côté, enfin à considérer de manière différente, même si elles font partie de la reprise de l'acquis communautaire. Je pense à deux aspects tout à fait importants. La zone euro et Schengen. La zone euro fait partie de l'acquis communautaire. Si vous rentrez dans la construction communautaire, vous devez reprendre l'euro, même si certains de nos États membres se sont débrouillés par des moyens ou par d'autres pour biaiser un peu. Je pense notamment à la Suède qui a trouvé moyen d'avoir des règles un peu particulières là-dessus. Pour Schengen, un peu la même chose. Il y a des États qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans Schengen. Il y a des États qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'Union européenne, quoi. On a un peu tous les cas de figure, c'est un peu à la demande. Et vous voyez, le cas de figure qu'on va avoir là, ces pauvres Irlandais, comment voulez-vous qu'ils soient dans Schengen si les Anglais ne sont pas dedans? C'est pas possible. Donc, des problèmes aussi là-dessus, des politiques qui sont fondamentalement communautaires. L'euro ou Schengen en le sont, et il y en a certains qui ne sont pas dans le coup, quoi, pour différentes raisons historiques ou autres. Un autre aspect, si on continue aussi sur cette construction communautaire qui doit s'élargir, j'en ai pratiquement pas parlé maintenant, mais vous savez qu'il y a beaucoup de petits États dans les Balkans qu'on fait lanterner depuis déjà un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Et ben, ils ne sont toujours pas là. Les Balkans, c'est une zone d'instabilité terrible pour nous. Là, pour le moment, c'est à peu près calme. Pour combien de temps? Je n'en suis pas si sûr que ça. Et si vous allez là, vous prenez votre bagnole ce soir, vous y êtes là, en vitesse. Vous pouvez être tout de suite en Bosnie ou tout, et vous vous rendrez compte que la Bosnie, comme le Kosovo, je ne veux pas dire de la dynamite, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais rien n'est réglé. En tout cas, ça c'est une chose dont je suis certain. J'y suis allé souvent là-bas. Ça peut péter à tout moment, ce truc. Quand on a vu l'histoire ukrainienne, on voit la Moldavie, tout. Les Balkans, c'est beaucoup plus proche de nous, et rien n'est stabilisé, quoi. Alors là, il faudrait peut-être que l'on fasse quelque chose là-dessus. Si un jour on veut avoir le Kosovo ou la Bosnie dans l'Union européenne, il ne faudra pas que ce soit avec les règles que l'on a à l'heure actuelle. Alors, d'autres aspects dont il faut tenir compte, vous voyez, simplement en France, l'opinion publique. Là, ce soir, on parle d'élargissement, parce que tous les gens ont dit, ben oui, il y a eu l'Ukraine. L'Ukraine, il faut faire quelque chose. Et on le voit tous les jours. Là. Si vous prenez BFM TV, vous voyez ce qui se passe, quoi. Mais est-ce que les gens sont sur la même ligne? Si on dit on fait rentrer l'Ukraine demain, ben c'est sûr qu'il y a un élan actuellement. Les Français disent « Oh, c'est pas les Ukrainiens qui en ramassent plein leur figure, ils défendent notre système, ils défendent nos idées, ils défendent notre système politique. » Et il faudrait quand même qu'on fasse un geste, on pourrait faire un geste au moins. Mais attention, un geste politique, c'est pas la même chose qu'une intégration totale. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ce soir. C'est sûr qu'on doit faire quelque chose en direction de l'Ukraine, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Et il n'y a rien qui ne s'y oppose, sauf sur la mise en œuvre pratique. L'Ukraine, c'est un pays qui a 40 millions d'habitants. C'est un pays qui est plus grand que la France. Il y a à peu près, je ne sais pas, d'un bout à l'autre, c'est plus que de Brest à Strasbourg. Alors, on ne fait pas rentrer l'Ukraine comme ça, en disant « Ah ben oui, ils sont gentils, c'est pas aux Ukrainiens, quoi. » On peut pas, ils sont européens, ils sont comme nous. Quand il s'agirait de la Syrie, je ne sais pas si on dirait la même chose, enfin ça c'est notre affaire, quoi. Mais, donc, là, il faut voir ce que ça implique, si vous voulez, ce geste. Et c'est pour ça que l'on avait pensé à une chose, à une autre politique en matière européenne, qu'on avait appelée politique de voisinage. Qu'est-ce que c'était que cette politique de voisinage?
c'était une politique qui consistait à avoir sur les franges de l'Europe une zone de stabilisation, si vous voulez. Et pendant un bout de temps, ça a relativement marché, si vous voulez. Cette politique de voisinage avait deux volets très importants. Un, bon, parce que si on voit l'Europe, on voit à peu près comment ça fonctionne. À l'ouest, il n'y a pas de problème. Au nord, ça va aussi. Le problème, c'était l'est et le sud. Le sud, ben, c'est ce qu'on a appelé l'Union pour la Méditerranée, où on essayait d'avoir des relations stabilisées avec tous les pays de l'arc méditerranéen. Bon, on a lancé des initiatives, ça a plus ou moins marché, ces affaires aussi. Et l'Est, ben, c'était les 6 pays d'Europe centrale et orientale qui n'avaient pas été englobés dans le processus, c'est-à-dire la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Ben, vous voyez à l'heure actuelle où nous en sommes là-dessus. Hein. Avec certains, on peut développer des liens, avec d'autres, c'est peu compliqué. Je ne veux pas dire que cette politique de voisinage était un grand succès, mais ça nous a permis pendant un certain temps d'avoir une certaine illusion sur notre capacité d'extraction et de stabilisation, je crois. Alors, donc on en est là maintenant, et mon exposé tentait, comme vous vous en êtes bien rendu compte, à vous montrer quand même, il faut être allant, mais avoir conscience quand même des difficultés. Et je le vois à l'heure actuelle, je ne sais pas si parmi vous, il y en a certains qui ont lu un article de Bernard Guetta dans Le Monde il y a 8 ou 10 jours à peu près. Il a sorti un truc qui est intéressant et qui rejoint dans une certaine mesure ce que disait notre président. Bon, revenir à une conception de l'Europe un peu différente, enfin l'Europe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire avec un cœur européen qui a à la fois la capacité et la volonté d'aller plus loin, puis autour de ce cœur européen, d'autres États qui voudraient bien, mais qui n'en ont objectivement pas la capacité à l'heure actuelle, et ensuite les autres États européens dans un troisième niveau qui ne rentraient ni dans la première ni dans la deuxième catégorie. Mais je vous souhaite bien du plaisir actuellement pour définir lesquels peuvent rentrer dans la première catégorie, lesquels seront dans la deuxième et lesquels seront dans la troisième. Et voir ça aussi sur le plan institutionnel. Ça implique, selon moi, qu'il faut faire des adaptations des traités. On l'a vu quand au Parlement européen la semaine dernière, on a soulevé ce mistigris d'adaptation des traités. Il y a eu une volée de bois vert, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit non, pas question de retoucher au traité. Ben c'est sûr, si on retouche au traité, il y a plein qui ne vont pas être contents. Alors, vous voyez, les difficultés sont grandes, je pense. Et c'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Et je serai prêt à en discuter avec vous. Si vous avez des questions, je serai tout à fait d'accord. Mais je voudrais que vous vous rendiez compte qu'il faut être allant. Actuellement, on fait face à un phénomène. On n'avait pas du tout envisagé la guerre. Notre génération, fait la mienne, et celle de beaucoup d'entre vous. C'était un phénomène qu'on avait complètement évacué. On ne se rendait plus compte que la guerre en Europe, c'était impensable. Ben si, c'est la preuve. On l'a à l'heure actuelle. Et là, on est peinard, on est à Aix, il fait beau, c'est dans un cadre magnifique. C'est pas le cas pour tout le monde en Europe. Comme ça, il faut en avoir conscience. Quand vous comprenez que si les gens lèvent le nez et puis voir si c'est un drone qui vient leur balancer un pruneau sur le coin de la figure, c'est pas ce qu'on voit chez nous. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment le faire? Mais je voudrais que vous ayez conscience des difficultés techniques qui existent dans ce processus. Alors, si vous avez des questions à me poser, c'est volontiers, nous avons le temps, oui. Vous avez parlé d'une politique de voisinage. Oui. Ça a lieu à partir de quand? Oh ben, elle existe toujours, elle n'est pas enterrée, cette politique de voisinage. Vous voyez, l'idée de la politique de voisinage, c'était d'avoir
Donc, il y avait le cœur européen, donc on voit à peu près les dimensions, et il y avait d'autres États autour de l'Europe qui pouvaient plus ou moins s'intégrer jusqu'à un certain point. Et on faisait des transferts financiers pour les aider à s'intégrer. On faisait une ouverture commerciale, des accords commerciaux avec eux pour que progressivement ils puissent se rentrer. Et je dois vous dire que pendant longtemps, on a cru que ça marchait. Moi, je me rappelle avoir eu des contacts avec des gens qui étaient très loin de l'Europe, en Amérique latine ou autre. Et ils nous disaient, une de vos plus chouettes initiatives, c'était cette politique de voisinage parce que ça vous a permis de stabiliser autour de vous une zone tampon, si je peux dire. Oui, mais quand on voit ce qui se passe dans la zone tampon maintenant, je ne suis pas sûr que ça ait été un aussi grand succès que cela, quoi. Mais elle existe toujours, c'est-à-dire qu'on essaie de les attirer vers nous, quoi. Neighborhood policy. Quoi. Oui? Il y a une montée des populismes. Plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Déjà, on entend difficilement. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? S'il vous plaît. Il y a une montée des populismes, pas seulement en Europe, Oui. mais entre autres en Europe. Et un des aspects de ce populisme, j'emploie ce mot parce que c'est commode, Oui, oui. on voit bien de quoi il retourne. Un des aspects qui est quand même très nettement anti-européen. Oui. Moi, je dois vous dire que je ressens une certaine frustration de l'incapacité de l'Europe à valoriser ses succès auprès des populations. Vous avez parlé des succès économiques qui ont un petit peu, apparemment même surpris lors de l'intégration de ces pays de ce que vous appelez l'Europe centrale ou orientale. Pourquoi l'Europe n'arrive pas à faire ça? Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'échappe, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine des étudiants. Alors il y a Erasmus. Erasmus, ça marque les populations. Mais je n'ai pas d'autres exemples frappants où l'idée de l'Europe percole dans la population. J'insiste sur le mot population. Pas les décideurs, pas les entrepreneurs, pas les entreprises, pas les politiques, la population, les gens qui votent. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'on n'a pas su ça. Ça, c'est vraiment été nul là-dessus en matière de communication. Plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dites-le moi, parce que moi, je ne me rends pas compte. Vous pouvez me le dire si je ne parle pas assez dans le micro. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a pas été capable de se vendre, de vendre ce qu'on a fait, parce que je crois qu'on a fait quand même des trucs intéressants. Et vous voyez, ce n'est pas uniquement Erasmus, bon, c'est lié Erasmus, mais je pense simplement à un truc bête, le Rail Pass pour les étudiants. C'est quand même un truc assez extraordinaire, cette affaire. Vous avez votre carte d'abonnement, là, vous prenez un billet pour aller à Trifouille-les-Oies ou je ne sais pas quoi, et c'est naturel, c'est normal. Même ma génération, on n'avait pas ce Rail Pass, on ne pouvait pas fonctionner comme ça. Allez dire maintenant aux jeunes, mais ils trouvent tout à fait normal de prendre le train pour aller, je ne sais pas où, à Hambourg, tout, là, pour passer le week-end, quoi. Alors, bon, ça c'est des plus, quoi. Hein. Mais dire qu'on a su se vendre, n'est pas très bon, je pense, là-dessus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ça. Et j'ai du mal à analyser, si vous voulez, pourquoi ce sentiment fondamentalement anti-européen. Je vais vous donner ma petite perception locale. Je suis à Pertuis, je ne suis pas à Aix. Ouais, d'accord. À Pertuis, on nous explique que Aix, c'est pas terrible. À Aix, on explique que Marseille, c'est pas terrible. Alors, en France, on explique que l'Europe, c'est pas terrible. Voilà. D'accord, oui, non, mais là, bon, oui, je comprends, quoi. Mais bon, mais je pense qu'il faudrait que là, on fasse des sérieux progrès là-dessus. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été terrible, justement. Oui, si vous avez d'autres. Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par il faudrait que l'Europe fasse un geste politique envers l'Ukraine? Est-ce que vous avez un geste politique? On peut leur dire quand même, je pense que là, ce soir, on s'est tous d'accord là-dessus, que l'Ukraine fait partie de la civilisation européenne, au même titre que nous, quoi. Qu'actuellement, c'est eux qui se battent
pour défendre ces principes de civilisation européenne. Donc, il faut qu'on les aide là-dessus. Si vous allez en Ukraine, vous verrez que l'Ukraine, il y a différentes parties, on le voit assez à la télé actuellement. Et si vous êtes en Ukraine occidentale, vous êtes dans des morceaux de l'Empire austro-hongrois, quoi. Quand vous êtes à Lviv, c'est l'Autriche-Hongrie, quoi. Là. Donc, c'est comme chez nous, quoi, si je puis dire. Alors, plus vous allez à l'est, plus vous vous écartez de ce truc. Mais est-ce qu'à Kharkov, où ils sont en majorité russophones, ils sont si différents que nous? Parce que moi, ce que je vous dis là, ça n'écarte pas les Russes. Pourquoi écarter les Russes a priori non plus. Bon, il y a un problème actuellement. Est-ce que ce problème vient des récents, entre guillemets, États de l'Est intégrés, ou qu'est-ce qu'il y a comme frein pour que ça soit clair et net? Parce que tout le monde le pense, enfin, la population, globalement, en France, serait favorable. Globalement. Je suis pas si sûr que ça. Mais la population des pays d'Europe centrale et orientale, mais vous voyez quand même des... Pas où l'Ukraine. C'est intéressant. En 2010, voilà, on est dans l'Ukraine. Ben oui, c'est un des aspects non négligeables, ça. Quand le président Macron a dit, il s'est fait remonter les bretelles un petit peu par Zelensky, il a dit, il pensait à ça, il pensait que... Oui, non, mais il avait raison là-dessus. Et puis c'est pas que... Je suis allée en Géorgie. En Géorgie, c'est très, très corrompu. Alors, quand vous dites que peut-être on devrait aller vers l'Est pour ouvrir ces pays à l'Europe, moi, là, je suis... Non, mais quand vous faites des transferts financiers, là, on le voit, ces problèmes, c'est énorme, quelquefois, c'est tout. Mais d'un autre côté, il y a quand même des phénomènes qui sont bizarres. Je fais référence, là, aux élections qui ont eu lieu il y a, je ne sais pas, 15 jours ou 3 semaines en Hongrie, où Orban a eu encore une majorité assez époustouflante. Pourquoi? Comment on l'analyse? Là, c'est même pas une question. Il y a une question de transfert financier dessous. Mais Orban a été réélu avec je ne sais pas quel pourcentage de majorité, quoi. Où est l'Europe politique? Ah. Oui, que fait l'Europe? Ben oui, mais que fait l'Europe? Qu'est-ce que vous allez dire à Orban? Vous allez dire non, pas Orban. Il faut dire aux populations. C'est eux. Ben, en attendant, il vote pour lui, quoi. Il vote pour lui. Et là, on est là comme ça, quoi. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'en disent les représentants au Parlement ou les gens qui sont dans les commissions européennes qui viennent de ces pays? On a l'impression là qu'il y a une fracture entre les gens qui travaillent pour l'Europe et puis les populations. Il y a un problème quand même. Je ne sais pas si c'est une fracture entre les gens qui travaillent pour l'Europe et les populations. Là, dans le cas spécifique de la Hongrie, il y a quelque chose qui s'explique difficilement. Je ne sais pas, il faut le voir. Mais vous avez le même phénomène un peu en Slovénie aussi, hein, un peu moins fort. Bon, pourquoi? Écoutez, je ne sais pas, il faut voir comment on est hongrois. Hein. Parce que la Hongrie, honnêtement, elle a été bénéficiaire des fonds structurels. Si vous allez dans la zone, vous voyez, si vous allez de Vienne à Budapest, vous êtes tout de suite en Hongrie, là ou en Slovaquie, à Bratislava et tout ça. Et vous voyez, c'était des zones qui étaient le nœud du rideau de fer autrefois. Vous passiez au milieu des nids de mitrailleuses, des chiens de policiers, des miradors, c'est un bazar pas possible, quoi. Ben maintenant, vous avez des autoroutes, c'est bien, vous pouvez aller de l'un à l'autre. D'ailleurs, si un jour vous voulez aller à Bratislava, moi je vous conseille de prendre l'avion pour Vienne, quoi. Hein. C'est beaucoup plus pratique, quoi. C'est à 60 km après. Pardon? Le bateau après. Et le bateau après, quoi. C'est tout. C'est quand même des trucs assez extraordinaires, ça. Mais encore, j'ai dit Kumlau. Pardon? Oui, Kumlau, Oui. magnifique. Ah oui, Un peu artificiel, bien remis, bien rénové, grâce, comme le guide a expliqué, grâce aux
Là. Je disais, et l'Union européenne, elle n'a pas dit non plus. Oh, si, on le dit là-bas. Elle n'a pas dit cette dit-là. Oh, écoutez, là, moi, je sais pas, j'ai pas mal traîné. Il y a beaucoup de villes où on se rend compte que vraiment on est en Europe. Hein. Que vous soyez à Cracovie, que vous soyez à Prague, que vous soyez à Budapest, vous voyez les choses. Même je peux vous donner plein d'indications. Si vous allez vers la Hongrie, après, en sortant d'Autriche, vous allez à Sopron, vous tombez dans un petit village, petite ville, quoi. Hein. Et bien, il y a le tombeau du dernier des Habsbourg, qui est mort il n'y a pas longtemps, autour de Habsbourg. Il est mort il y a combien, je ne sais pas, moi je les connais personnellement, c'est pour dire. Et bien, vous rentrez dans une chapelle, et c'est la première fois de ma vie où j'ai marché sur le gisant de quelqu'un que j'avais connu, quoi. Et bien, c'était financé sur des fonds européens, ce truc, quoi. Pardon? Oui, ben oui. Alors, oui, ça, je crois qu'on ne s'en cache pas. Hein, ce truc. Bon, il y a quand même, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites, quoi. Hein. Je ne connais pas du tout. J'ai dit juste, on ne le dit pas assez. Oh, allez vite promener en Europe centrale. Hein. Moi, je trouve que je vous coupe, Oui. mais franchement, moi qui ai beaucoup voyagé en Europe, chaque fois qu'il y a un projet européen, c'est bien écrit. Hein. Il y a le grand drapeau européen, et c'est bien écrit, et surtout dans les pays de l'Est. Prague, si ça a été refait, c'est bien grâce au fond. C'est bien en France qu'on le marque au moins. Hein. Ah, en France, on le voit jamais. Hein. En France, ça, c'est une autre affaire. Hein. Mais là, pour ça, là, on est comme on est, quoi. Mais enfin, c'est en France que je trouve que vous voyez le moins de ces petits trucs, ces petits drapeaux européens de financement. On le camoufle, quoi. C'est une honte en France, il ne faut pas le dire. Oui. Vous avez évoqué les critères d'adhésion pour être au CETA, qui ont été clairement définis. Est-ce que la question de la limite de l'adhésion a été... Voilà. Alors c'est un problème. L'Union européenne jusqu'où, quoi, si vous voulez, qui on peut... Enfin, bon, le quid, c'est cas typique, c'est la Turquie. Est-ce qu'on prend la Turquie ou est-ce qu'on ne prend pas la Turquie d'abord? Et la Turquie, comme je vous l'ai dit, c'est 80 millions d'habitants, avec, je ne sais plus, sur les 80 millions, il y en a 70-75 millions qui sont sur la rive asiatique du Bosphore. Alors est-ce qu'on prend la Turquie? C'est un pari sur l'avenir, la Turquie. Économiquement, c'est un pari prometteur, parce que c'est un pays jeune. Là, ça ne sera pas pour payer des pensions, ça ne sera pas pour payer des retraites. Hein. Ça sera pour attirer vers nous des gens qui pourront nous apporter beaucoup de choses. Hein. C'est eux qui paieront nos retraites, s'ils rentrent. Bon, alors le problème, là, il y a un aspect politique non négligeable. Actuellement, on fait face au cas Erdogan. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Je vous rappelle qu'il y a des élections en Turquie dans 1 an. Et que ce n'est pas couru d'avance. Hein. Parce que c'est peut-être un régime un peu serré, la Turquie, mais il ne tient pas tout. Hein. Il tient pas tout. Donc, l'année prochaine, qu'est-ce qui peut se passer en Turquie? Eh bien, si, il y a un basculement de majorité, ce qui est possible. Hein. À ce moment-là, ce serait plus compliqué que ça, parce que ça voudrait dire que ce seraient les républicains du peuple qui arriveraient au pouvoir. Et les républicains du peuple, il faudrait qu'ils s'allient avec les Kurdes, ce qui n'est pas fait d'avance. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si c'était le cas, s'ils poussaient vers une adhésion à l'Union européenne, à un moment, on a vu ça au tournant du siècle, là, au début de ce siècle-là. Il y avait un type qui s'appelait Kemal Dervish, qui a été ministre des Finances en Turquie et tout, et qui a fait pas mal de choses. Et ça s'approchait de beaucoup dans le processus d'intégration. Et même Erdogan, au début, il jouait le jeu, quoi. Enfin, jusqu'à 2005, 2010, 2015, là, ça a commencé un peu à déraper, quoi. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec la Turquie? Moi, j'ai vu des questions au Parlement européen où on disait que oui, on peut faire adhérer la Turquie d'Europe, mais pas la Turquie d'Asie. Ça, c'est complètement mouftague. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Mais autrement, le cas de la Turquie, c'est un cas important. Et si on dit oui à l'Ukraine,
La Turquie, c'est un peu du même style que enfin, au moins sur un plan économique, quoi. C'est la même taille. C'est un grand pays, avec des caractéristiques comparables, avec un niveau de développement qui est encore plus faible que nous. Mais à partir du moment où on n'a pas choisi le niveau de développement pour dire à un État tu peux ou tu peux pas, où on a dit tu rentres dans un processus, et ce processus, tu vois, il y a un processus interne qui va se mettre en... Moi, au moment où la plupart des pays sont rentrés dans l'Union européenne, ils étaient à un niveau très bas par rapport à la moyenne communautaire, hein. Et, ma foi, ils ont rattrapé pas si mal que ça. Bon, pas totalement, ils ne sont pas au niveau de la moyenne communautaire encore. Mais vous avez eu, grâce aux politiques de fonds structurels, aux politiques de transfert, il y a des résultats qui ont été réalisés. Alors, est-ce qu'on joue le coup avec la Turquie? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire c'est oui ou c'est non, quoi. Bon, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on passe sur notre critère, on dira bah non, on ne veut pas des Turcs parce que ce sont des musulmans, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. C'est pas un critère, quoi. Hein. C'est tout, quoi. Ah, pour vous, Peut-être. Les taux de population. beaucoup de monde, c'est un critère. Ah oui, mais alors si on se lance... Moi, honnêtement, on me dirait l'Europe, pour moi, l'Europe, c'est l'Europe chrétienne, c'est pas l'Europe avec un apport musulman. Ouais. Et puis, madame, je vous coupe, dans les Balkans, il y a une énorme population musulmane. Et que l'Europe, ils sont en Europe, et vous savez très bien qu'au Kosovo, en Macédoine, il y a d'énormes problèmes. Ben oui. Et en Bosnie, il y a eu des problèmes. Pourquoi il y a eu la guerre en Bosnie? Parce qu'il y a eu ces problèmes. Alors, si on fait rentrer 80 millions Oui, mais alors là, je vous souhaite bien du plaisir. mais quand même. Enfin, moi, je sais pas. Là, de toute façon, Erdogan, c'est pas lui qui a dit je veux plus, c'est bien Sarkozy qui avait dit, qui avait émis des doutes sur la Turquie. Même déjà Chirac avait mis des doutes là-dessus. Là, peut-être qu'on a été peut-être un peu trop vite. Par contre, je voulais vous demander, oui. l'Azerbaïdjan, quel intérêt ils auraient à rentrer dans l'Union européenne? Je sais pas, nous, on pourrait avoir un intérêt, ils ont du pétrole. Mais voilà, c'est ce que je vous dis. Ils sont riches, donc je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à venir vers nous. Écoutez, je ne sais pas, je vous avoue, nous on verrait ça. Ils ont du pétrole, quoi. Ça pourrait nous intéresser sous cet angle. Voilà, c'est ça qui m'étonne. Et comme on en manque de pétrole, ça pourrait être intéressant, oui. Vous avez rappelé que le président de la République avait parlé d'une communauté politique européenne. Oui. Bon, vous n'êtes sans doute pas dans la confidence de Macron, mais est-ce que vous le voyez comme une fin de l'élargissement? Non, mais je pense qu'il est embarrassé à cause de cette question ukrainienne actuellement. Vous me l'avez posé la question tout à l'heure. Bon, les Ukrainiens, il faut faire un geste. Mais quel geste peut-on faire en direction de l'Ukraine? Bon, honnêtement, franchement, en fonction de ce que je vous ai dit, sur un plan technique, administratif, je ne vois pas l'Ukraine demain dans l'Union européenne. Ça ne me paraît pas possible, simplement à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, de corruption, de problèmes économiques. Intégrer un pays comme l'Ukraine, c'est tout un boulot, c'est tout un boulot d'une génération. Donc il ne peut pas leur dire oui comme ça, hein, ou alors il raconte n'importe quoi. Mais s'il a envie de faire quelque chose, et les Ukrainiens le méritent actuellement, on voit ce qui se passe en Ukraine quand même, il se passe des trucs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut leur signifier, quoi? Je ne sais pas, je serais embarrassé si je devais répondre. Oui, tout à l'heure, la madame. Je vais vous dire répondu, c'était sur cette question de l'élargissement à la Turquie. Mais enfin, je me demandais si on n'avait pas un peu tout raté le coche, parce que le tournant très extrême d'Erdogan date de vraiment après cette mise en attente entre guillemets. Et puis, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me passe un petit peu un problème aussi moral et éthique, c'est-à-dire qu'on met en pause, on fait traîner en attendant que la Turquie, en l'occurrence puisqu'on parle de la Turquie,
Turquie, mais pour d'autres, on a ici. En attendant que ces États correspondent à des profils qu'on a définis, à des critères qu'on a définis, et sans garantir une adhésion à terme. Parce que pour l'instant, la Turquie. Alors, on demande de s'harmoniser sans vraiment dire si vous vous harmonisez, on vous garantit de rentrer dans l'Europe. Moi, je ne sais pas, j'ai quelque chose à vous dire sur la question de la Turquie. On aurait peut-être pu, sur le plan européen, mettre un peu plus l'accent sur la laïcité. Et ça, on n'a jamais voulu le faire. Est-ce que c'était souhaitable? Mais ça, c'était tout à fait possible parmi les critères politiques, disant qu'avoir des États là-bas. Alors, le problème, c'est que chez nous, il n'y a pratiquement pas un État qui soit vraiment laïque, quoi. Il y a, à part la France, peut-être le Portugal, il n'y a que la France, pratiquement. Hein. L'Angleterre, elle ne sort pas, l'Allemagne n'est pas, l'Espagne n'est pas, l'Italie n'est pas, et tout ça. Alors, voilà. Mais si on avait mis l'accent là-dessus, peut-être qu'on aurait pu mettre les points sur les i à Erdogan, lui dire, ben voilà, ok, on rentre sur les bases d'Atatürk, quoi. Est-ce que ces questions d'élargissement ne viennent pas de ce qu'on a construit historiquement une Europe économique et non pas une Europe politique? Parce que ce que dit mademoiselle et madame, c'est il peut y avoir des liens très intéressants et un objectif économique d'avoir des traités particuliers avec la Turquie, etc. Mais pas pour autant une intégration politique qui n'existe pas encore vraiment en Europe, mais qu'il faut construire, c'est clair. Oui, mais c'est la méthode qu'on a employée jusqu'à maintenant, vous le savez comme moi, la méthode Monnet, c'est on fait de l'économique et ça doit déboucher sur du politique. Ça marche pas. Ben, ça marche pas. On voit les limites, mais de l'autre côté, actuellement, on se rend compte, notamment avec les Ukrainiens, qui défendent des valeurs qui nous sont communes. Quand ils se font casser la figure dans le Donbass et tout ça, ils se font casser la figure pour défendre des principes qui sont les nôtres, quoi. Alors, c'est un peu embarrassant. Et de l'autre côté, sur un plan politique, dans les Balkans, il y a beaucoup d'endroits où ça colle pas actuellement. Ça va pas, quoi. Et si on veut passer à une échelle politique, la difficulté, c'est d'être nombreux. Plus on est nombreux, et plus il est difficile de prendre des décisions pour tout le monde qui rassemble tout le monde. Mais voilà, moi au départ, pour moi, l'Europe, je trouve que c'est un espace de paix. Oui. C'est un espace de paix. Et c'est vrai que depuis des années, vous disiez tout à l'heure, on ne voit pas la guerre, on ne la conçoit pas parce qu'on a eu cette chance-là d'avoir des frontières à l'intérieur desquelles la paix existe vraiment. Ah bah, c'est le principal. C'est ce qu'il faut préserver le plus. La difficulté, c'est que en même temps, il faudrait une Europe politique, il faudrait aller vers cela pour pouvoir prendre des décisions et que l'Europe ait vraiment une position dans le monde, parce que finalement c'est ça, hein, je veux dire, si on intègre tout le monde, on est au niveau du monde. Or, l'Europe elle-même, c'est une certaine partie du territoire du monde qui a les mêmes valeurs, qui veut cette paix, qui essaie de la garantir. Et pour passer à cette phase politique, on ne peut pas être trop nombreux. Enfin, ça me semble être logique comme raisonnement. Je ne sais pas si on peut arriver à coordonner suffisamment à avoir suffisamment de coordination et de force en étant très... C'est ce qu'on a fait à partir du moment où on règle nos problèmes avec les Allemands sans se taper sur la figure, où on règle nos problèmes autour d'une table du Conseil et tout, on essaie de se mettre d'accord, on y arrive pour le moment, mais comme vous dites, peut-être parce qu'on n'était pas trop nombreux, on n'avait pas des intérêts trop divergents les uns des autres. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé du jour où on a intégré les Britanniques. Et là,
On s'est rendu compte que ça coinçait, ils n'avaient pas envie de faire certains trucs. Pourtant, le Royaume-Uni a apporté beaucoup de choses à la construction communautaire, même si on ne voit pas ça sous cet angle. Quand même, la démocratie, la liberté, enfin les Anglais, ils nous apportent quelque chose quand même si on a d'autres petits sentiments anti-britanniques en bon français. Il faut reconnaître quand même qu'ils apportent des trucs, quand même. Quoi. Je ne sais pas que vous dire. Moi, je pense qu'on a fait des choses. Il y a l'aspect politique, là où on a progressé, mais ça bute à certains moments. Et ça bute, je vous dis, on avait l'exemple d'Orban tout à l'heure. Bon, pourquoi les Hongrois ne réagissent pas comme nous? Je peux vous le dire, tenez, pourquoi les Hongrois ne réagissent pas comme les Français. Et un jour, si vous avez l'occasion, faites cette expérience. Allez à Budapest. Il y a un très beau musée d'histoire à Budapest, qui est magnifique, hein, il est superbe. Et alors, comme dans tout musée d'histoire qui se respecte, vous avez de différentes salles sur les différentes périodes de l'Empire austro-hongrois et tout, avec des présentations en anglais et en hongrois. Et brutalement, à partir du moment où vous rentrez dans une salle, c'est plus en anglais et en hongrois, c'est en français et en hongrois. Vous dites pourquoi? Et il y a 2 cartes au mur. C'est frappant ce truc. Hein. Vous avez une première carte, c'est l'Autriche, alors c'est la Hongrie, quoi. L'Autriche-Hongrie avant le traité de Trianon, la Hongrie, et après le traité de Trianon. Et à côté, vous avez une carte de l'Île-de-France avec la France. Et marqué en dessous en français, regardez ce que vous avez fait de notre pays, regardez ce que nous aurions pu faire du vôtre. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Référence Clémenceau, Poincaré. Hein? Je crois que nous sommes plusieurs à ne pas avoir bien compris. Bon, alors, je vous répète. Au musée d'histoire de Budapest. C'est un musée général sur l'histoire de la Hongrie, quoi. Hein. Et il y a des différentes salles. Et ces salles sont toutes en 2 langues, anglais et hongrois, comme beaucoup de musées même maintenant. Et vous arrivez à une salle plus particulière où c'est plus anglais et hongrois, où c'est français et hongrois. Vous dites, tiens, pourquoi il passe au français, c'est bizarre ça. Et en fait, vous regardez, sur les murs, vous avez 2 cartes. Une carte avec la Hongrie avant le traité de Trianon et une carte avec la Hongrie après le traité de Trianon. Et à côté, il y a une carte de l'Île-de-France avec la France autour. Et marqué en français, regardez ce que vous avez fait de notre pays, regardez ce que nous aurions pu faire du vôtre. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ben oui. C'est vrai, c'est nos chers Clémenceau et Poincaré, au moment du traité de Trianon, qui ont foutu en l'air complètement la Hongrie, quoi. Ce qui fait que vous avez des Hongrois en Transylvanie, vous avez des Hongrois en Ukraine, vous avez des Hongrois dans la Voïvodine serbe, et tout ça, quoi. Et il y a des Hongrois un peu partout, quoi. Alors, ils ne sont pas très contents. C'est ça. Maintenant, ils nous ressortent ça un siècle après. Hein. Il y a un siècle que ça a été fait, ce truc-là. Quoi. Mais c'est le point de notre histoire. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, là? C'est les Français, Poincaré et Clémenceau se projetaient pas à un siècle après eux. Ils se disent, bon, allez, les Hongrois nous ont emmerdés, allez, on fout en l'air la Hongrie. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors ça explique peut-être le sentiment. On n'est pas très populaire, les Français, à Budapest. Hein. Il ne faut pas penser que vous allez être accueillis à bras ouverts. Hein. Vous voyez, c'est une ville magnifique, vous en profiterez, c'est superbe, mais vous n'attendez pas, vous petits Français, ouais, c'est sympa. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Et il y en a combien d'autres trucs comme ça? Aux quatre coins de l'Europe,
voyez toutes les statues de Napoléon, de Bonaparte, selon les cas que vous pouvez trouver dans certains, je sais pas, dans certains États des Balkans, que vous retrouvez à Vilnius, que vous trouvez... On y a foutu le bazar un peu partout là-bas. Hein. Et ça rappelle. Hein. Allez, en Espagne, simplement à côté. Hein. Alors, je ne suis pas totalement certaine que ça soit encore important, vous voyez. Ah ben écoutez, là moi, ça m'a frappé pour la Hongrie. Tout dépend de quoi on parle, en fait. Je comprends, dans un musée d'histoire, effectivement, il y a ça. Mais après, au quotidien, si jamais vous allez voyager un petit peu partout, en Europe, moi, je n'ai pas du tout le sentiment... j'ai le sentiment, j'achète en euros, c'est vrai que je parle anglais, bon, c'est très pratique, il n'y a pas de frontières, vous passez les frontières comme ça, c'est quelque chose de... Moi je ne ressens pas... Oui, mais voyez, pour les frontières, vous passez les frontières comme ça, mais allez justement, essayez de rentrer en Hongrie actuellement. Là, vous allez voir les barbelés, ils en ont fourré partout. Bon, ils disent quand même, ils auraient pu s'en dispenser de leurs barbelés, quoi. Hein. Surtout qu'ils les font payer par Frontex ou par je ne sais pas quoi, par des fonds communautaires, par-dessus le marché, bien souvent. Ah, le fonds communautaire n'ont qu'à refuser, hein, franchement. Ah, c'est... Ah, oui, non, mais nous, Béotiens, c'est ce qu'on se dit. C'est pas aussi simple que ça. Il faudra aller voir les gens de Frontex, là, hein, parce que Frontex, actuellement, ils ont plein de problèmes. Hein. Et on ne sait pas, est-ce que Frontex, c'est pour ouvrir les frontières ou est-ce que c'est pour nous empêcher que des gens viennent chez nous. Hein. Ben, vous allez voir. Hein, et le directeur de Frontex, il a eu plein de problèmes avec son administration. Là, hein. Alors, vous ne ouvrez pas un avenir joyeux, hein. Plombez l'ambiance. Non, mais je voulais pas vous... Après, on peut voir les choses, elles peuvent se modifier. Hein. Il y a quelques années, en Autriche, il y avait un gouvernement d'extrême droite. C'est vrai, c'est un gouvernement écologiste. Voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on se disait, mais on est mal parti, et puis ça peut évoluer. Alors, on ne sait jamais dans quel sens ça peut aller. Mais bon. Vous voyez, bon, les Polonais sont un peu plus civilisés qu'il y a 6 mois, quoi. Ils ont été assez ouverts, là, quand même. Ils accueillent... C'est vrai que... Et vous voyez, même avant la crise en Ukraine, il y avait plein de travailleurs ukrainiens en Pologne. Hein. Ah oui, non, mais les Polonais, ils ouvrent à grand... Ils accueillent tous les Ukrainiens. Alors, effectivement, ils sont... Avant même, non, c'est à condition que ce ne soit pas des Syriens, quoi. Alors... Il n'y a qu'à voir en France aussi, là. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont accueilli des Ukrainiens. Ça aurait été des Syriens ou des Afghans, je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi alors. Hein. Enfin, vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, il y a encore du travail. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour s'arrêter. On peut continuer, là, je crois. Pardon ? Eh bien, écoutez, le Monténégro est candidat. On négocie avec le Monténégro. Alors, je ne sais pas combien de chapitres ils ont ouverts et ils ont fermés actuellement, puisque s'il s'agit, vous voyez, sur la prise de l'acquis communautaire, hein, on a divisé l'acquis communautaire en 35 chapitres. Et on ouvre chapitre par chapitre, et puis on négocie sur chacun des chapitres, et puis un beau jour on dit, ben, sur ce chapitre, ça va, c'est clos, c'est bon, ça peut aller là-dessus. Et le jour où ils ont atteint leurs 35 chapitres, eh ben, ils peuvent rentrer. Alors, je ne sais pas combien on en est avec le Monténégro. Actuellement, à mon avis, je vous dis, je ne sais pas, là, la moitié plus les 2 tiers, quoi. Mais le jour, si le Monténégro rentre, le Monténégro, ça fait combien, 600 000 habitants, peut-être, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Alors, il faut voir qu'il faudra faire entrer un État de 600 000 habitants de plus, avec quel statut? Et c'est ça qui freine un peu les Français là-dessus actuellement, qui se disent, on les fait rentrer, mais
Bon, ça va faire un État avec 600 000 habitants de plus que ça va faire. C'est pas le Luxembourg, le Monténégro, hein, c'est différent quand même. Alors, bon, mais en principe, le Monténégro est dans le pipe. Hein. Je sais, mais ils sont pas conformes aux exigences. Ouais, non, ils ne sont pas encore au bout de leur course. Hein. Non, mais normalement, ils doivent rentrer. Normalement, on négocie avec eux. On négocie toujours. Hein. Et on n'a pas encore dit non au Monténégro. D'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi on pourrait dire non au Monténégro. Un autre exemple qui est proche du Monténégro, que je connais bien, la Macédoine. C'est un petit État qui a 2 millions d'habitants, la Macédoine. Bon, objectivement, ils devraient être là, dans l'Union européenne depuis longtemps. Hein, parce qu'ils n'avaient pas fait les idiots à propos de leur appellation de Macédoine, on n'a jamais très bien compris cette histoire avec les Grecs et tout ça. Bon. Ben, résultat, ils se sont trouvés bloqués, ils sont toujours bloqués. La Macédoine n'est pas rentrée encore. Hein. Alors pourquoi la Macédoine, économiquement, si vous y allez, vous verrez que c'est un petit État agricole. C'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais vous voyez, il y a une production fruitière qui est très intéressante. S'ils arrivaient à la commercialiser, ben, ils pourraient vendre leurs pommes, leur je ne sais pas quoi, tous les fruits qu'ils ont là. Ça pourrait être intéressant, quoi. Et qu'est-ce qui se passe autrement? On ne sait pas, quoi. Enfin, si on le sait bien, on le voit bien. Il y a des chemins de fer chinois qui se développent en Macédoine. Si vous le voyez, il y a un morceau c'était de l'Orient Express qui faisait nord-sud, la Macédoine. Et là, vous y allez, vous allez à Skopje. Il y a un train le matin, un train le soir, nord-sud, sud-nord. Et c'est un train chinois. Voilà. Les Chinois qui veulent relier le Pirée, Grèce, puis la Macédoine, la Serbie, et aller jusqu'à Budapest, quoi. Et ça... C'est la deuxième route de l'Osman. Ouais. Non, mais ils le font à notre nez, quoi. On le voit, quoi. Ce truc. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement pour développer l'Europe qu'ils fassent ça, les Chinois. Hein. Enfin, écoutez, on verra bien. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions ou volontiers. Je vous remercie d'être venu et d'avoir participé à cette discussion. Voilà, juste quelques mots pour vous remercier pour tous ces échanges. Je vois que ça m'a passionné l'audience. Je vous invite à nous rejoindre en bout de à la table au fond, et puis pour partager encore quelques éléments si vous voulez discuter directement. Voilà, encore merci. Encore merci à la ville d'Aix-en-Provence d'avoir accueilli ce soir. Merci bien. Non, voilà.